La grande interview sur CNews et Europe 1, mon invité ce matin est la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les discriminations. Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Évidemment, je souhaite à tous nos auditeurs, téléspectateurs et à vous-même une bonne année. Merci également. Et c'est une année, Aurore Bergé, qui a démarré sous le signe de la force, du coup de force. Nicolas Maduro, capturé, exfiltré, menotté. Et dès aujourd'hui, il sera donc présenté à un juge aux États-Unis pour trafic de drogue et terrorisme. Donald Trump assure qu'il tient le Venezuela. Il prévient d'un effet domino. Mexique, Colombie, Groenland. Emmanuel Macron, Aurore Bergé, a-t-il bien fait de légitimer sans nuance l'action américaine sur le Venezuela compte tenu de tout ce qui va se passer? Alors plusieurs choses. Déjà, je crois que le monde se porte mieux sans Nicolas Maduro. Et je crois qu'il n'y a que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour regretter la déchéance d'un dictateur qui a affamé son propre peuple. Il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont été déplacés. Et au-delà même de ce qui s'est passé au Venezuela, quand on parle du narcotrafic, on parle aussi du Venezuela et de la manière avec laquelle Nicolas Maduro a organisé la déstabilisation d'un certain nombre de nos États. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième sujet, c'est qu'il faut acter qu'aujourd'hui, il y a une question qui est la question de la force, question de l'heure des prédateurs, forme de retour de l'impérialisme, D'accord, on va parler. Américain, On peut l'acter avec russe, des nuances, soit avec des chinois. conditions. Bien sûr. Pourquoi bien Emmanuel sûr. Macron ne l'a-t-il pas fait? Mais le président de la République, il s'est jamais écarté du droit international. Par contre, il a toujours dit une chose très claire, et dès 2017, il était souvent seul à le dire, mais je crois qu'il l'a dit avec raison, c'est qu'il a toujours parlé de la nécessité du retour de la puissance, et que cette puissance, c'est la question de l'autonomie stratégique. Quand on double le budget de nos armées, on fait quoi? On réarme notre pays. Quand on met 150 milliards d'euros sur la table pour l'autonomie stratégique européenne, on réarme la classe politique française a vivement réagi aux propos du président français. La gauche parle de honte. Le RN, tout en condamnant le régime de Maduro, dénonce le fait que le président français ne se soit pas soucié du tout de la question de la souveraineté des peuples. Dominique de Villepin parle de soumission. Pourquoi Emmanuel Macron s'est-il aligné totalement sur la position américaine? Je ne pense pas qu'il y ait d'alignement de la part du président de la République française. Je pense qu'il y a juste la conscience de la nécessité aujourd'hui de la puissance. La puissance chez les autres. Mais non, mais notre propre puissance. L'Europe est tétanisée. Mais il y a eu 20 ans de désarmement de notre pays. Il y a eu 20 ans de désarmement militaire de la France. On a doublé le budget des armées. On ne le fait pas au hasard, on ne le fait pas par volonté seule du président de la République, mais par nécessité justement de ce réarmement. La puissance, c'est ça qui précède le droit. C'est ça qui permet ensuite au droit de s'exercer. La puissance précède le droit international. Moi, j'en suis persuadée. Si vous n'avez pas de puissance, comment vous êtes en capacité de faire respecter le droit? Mais avant de récupérer notre puissance, il faut dire les deux. Il faut acter le réarmement, avoir une puissance suffisante pour ensuite permettre au droit de s'exercer de sa a défendu sans surprise la souveraineté des nations, mais elle a eu une position plutôt, certains diront, équilibrée. Alors qu'Emmanuel Macron s'est quand même aligné sur un coup de force. Comment vous expliquez un tel renversement des rôles? Une sorte d'inversion totale dans la classe politique française. Ce qui est étonnant de la part du Rassemblement national et de Marine Le Pen en particulier, c'est que quand vous regardez ce qui s'est passé sur la souveraineté au sein même du continent européen et singulièrement sur la question de l'Ukraine, avec de facto, là il n'y a aucun doute évidemment sur la volonté impérialiste de la Russie et sur le fait que la Russie a choisi d'envahir l'Ukraine pour tenter une annexion. C'est déjà le cas en 2014 sur la Crimée. C'est aussi le cas évidemment depuis plusieurs années. Vous avez bien vu que le Rassemblement national là, a un double standard et un double discours. Parlons du Venezuela. En fonction de celui qui aurait la puissance impérialiste. Mais vous-même, attendez, est-ce que vous êtes aligné sur Emmanuel Macron? Est-ce que vous vous dites, ne parlons pas de la souveraineté des peuples, quel que soit ce qu'on pense de Maduro? La question de la souveraineté des peuples, elle se pose. Et le président de la République l'a posée. Il l'a posée immédiatement et le jour même, en disant qu'évidemment, personne ne pouvait regretter la chute de Nicolas Maduro. Quand même, on parle d'un dictateur qui est tombé et le monde se porte mieux sans lui, mais qu'évidemment, ça n'était pas aux États-Unis de poser les conditions sur ce qui se passerait le jour d'après au Venezuela, ni sur l'extraction du pétrole. Il l'a pas dit. Bien sûr que si, il l'a même écrit. Il l'a même écrit sur les réseaux sociaux de manière à ce que les Français puissent le lire et puissent constater. Et puis, il a des échanges avec l'ensemble de nos partenaires. Les États-Unis sont un partenaire et nous sommes toujours comportés comme tels avec les États-Unis. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment, on ne dit pas un certain nombre de choses, mais ce sont des partenaires. Mais on dit quoi? L'Union européenne est totalement tétanisée. Trump agit sans se soucier de rien du tout, et comme d'ailleurs un État-puissance, et l'Europe acte sans rien dire. Comment vous expliquez cette impuissance et même cette insignifiance aujourd'hui?
Il y a un risque d'insignifiance, il y a un risque d'effacement qui serait l'effacement de l'Union européenne. Mais justement, face aux nouveaux impérialismes, face aux prédateurs, ceux qui disent que la France seule, ça suffit, n'est pas possible. Ceux qui disent que la France seule peut agir, ça ne marche pas. Pardonnez-moi, regardez l'Union européenne. Que dans un espace européen beaucoup plus intégré. Ça ne fonctionne, mais ça ne fonctionne que si vous avez ce réarmement. Pour la première fois, on commence à défendre nos intérêts stratégiques. On le fait face à la Chine sur l'acier. C'est totalement nouveau, ça n'était pas le cas auparavant. On le fait en mettant 150 milliards d'euros sur la table pour le réarmement justement militaire aussi et de nos intérêts stratégiques militaires au sein de l'Union européenne. Ça, c'est bien. Vraiment, on défend nos intérêts par rapport à l'Algérie, on défend nos intérêts regardons les votes de ceux qui parlent en permanence de souveraineté et qui, au Parlement européen, ici de Sarah Knafo à Jordan Bardella, refusent ce réarmement européen. On a besoin d'une Europe puissante parce que face aux nouveaux impérialismes, face aux États-Unis, face à la Russie ou face à la Chine, je veux les deux. Mais je veux les deux. Ce n'est pas antinomique parfois? Non, souveraineté nationale et souveraineté européenne vont de pair pour vous? Parce que si on n'est pas capable, si on ne parle que des mots, si on ne met que souveraineté, 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 mais que derrière on ne met pas les questions budgétaires, on y reviendra sans doute, sur la table, qu'elles soient françaises ou européennes, alors ça n'est pas possible. Si on ne défend pas nos intérêts stratégiques industriels, alors ça n'est pas possible. Si on ne défend pas nos frontières, alors ça n'est pas possible. Et si on a des doubles standards permanents, notamment sur la question de l'Ukraine, alors ça n'est pas possible. Heureuse de vous l'entendre dire. Alors comment fait-on par rapport au Mercosur? La colère des agriculteurs ne va pas faiblir. On voit que la ministre de l'Agriculture promet que la PAC sera bien remboursée en centimes près, mais la colère ne faiblit pas. Là, c'est l'Europe qui percute les intérêts de la France. Et ça va être signé dans quelques jours. Déjà, moi je ne dis pas que ça va être signé dans quelques jours. Oh. Ce que je sais, attendez, c'est que Madame la ministre, qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui, alors que la France a tenté de rameuter certains pays sans succès, ça ne sera pas signé? C'est pas vrai, sans succès. C'est dans 9 jours, plusieurs même choses. pas une dizaine Déjà, de tout le monde nous disait que ce serait ratifié fin décembre. Est-ce que ça a été ratifié fin décembre? Non. Pourquoi? Il y a un sursis d'un mois. Pourquoi? Non, c'est pas un sursis. C'est celle de la négociation. Et ça s'appelle justement du rapport de force. Et c'est là que la force française, elle peut s'exercer. Pourquoi? Parce qu'on a des alliés, notamment l'Italie, puisque vous savez très bien qu'avec Giorgia Meloni, il y a une alliance stratégique entre la France et l'Italie pour refuser la ratification au mois de décembre et dire qu'on poserait des conditions. Nous sommes le 5 janvier. Vous signez aujourd'hui que ce ne sera pas signé dans une dizaine de jours? Aurore Bergé, vous me dites ce matin que ce ne sera pas signé? Moi, ce que je dis, c'est que la France a toujours posé des conditions préalables avant toute éventualité de signature. Et les conditions préalables, c'est quoi? Le renforcement des contrôles à nos frontières, mais aussi depuis les pays importateurs eux-mêmes. C'est déjà le cas. Le fait qu'enfin, on ait ce qu'on appelle des clauses miroirs. Il n'y a aucune, il y a quasiment, elles sont extrêmement faibles. Les paysans disent eux-mêmes que c'est insuffisant. Il y a des contrôles qui ont été renforcés. Ce qu'on appelle aussi les clauses miroirs. Clauses miroirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'importe pas ce qui a des standards plus dégradés que les nôtres. Thierry Breton a dit lui-même que ces clauses miroirs, ces fameuses clauses de sauvegarde, en réalité, sont très difficiles à appliquer, très difficiles à mettre en œuvre. Vous le contestez? Mais en fait, c'est difficile à mettre en œuvre si vous ne mettez pas de contrôle. Évidemment, les deux vont de pair. Et si vous êtes défaitiste, moi je ne suis pas défaitiste par nature. Au contraire, je pense que si on veut de la puissance et de la force, il faut être extrêmement constant dans la manière avec laquelle on négocie, dans laquelle on assume ce rapport de force. Et ce rapport de force sur le Mercosur, c'est que oui, nous avons des alliés européens, oui, nous avons notamment l'Italie qui est à nos côtés, et que nous avons posé des conditions préalables. Et que si ces conditions préalables ne sont pas respectées, la France a toujours dit alors qu'il n'y aurait pas l'éventualité d'une signature française. Mais est-ce que vous dites ce matin que dans une dizaine de jours, il ne sera pas signé? Ce que je dis, c'est qu'il nous reste une dizaine de jours pour négocier, et pour négocier pied à pied, pour garantir qu'évidemment, jamais notre agriculture française comme européenne ne soit sacrifiée. Avant d'évoquer, Aurore Bergé, le reste de l'actualité, je voudrais évidemment revenir sur le terrible drame en Suisse, à Crans-Montana. Les 40 corps ont été identifiés. Et parmi eux, le bilan s'alourdit pour les Français. 9 Français font désormais partie de ces victimes. Calvaire des familles, choc par rapport à l'horreur. Interrogation et désormais enquête, évidemment, avec le gérant français, connu par la justice française pour des affaires passées liées notamment au proxénétisme. Je le souligne aussi, on verra ce que cela donne. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Déjà, énormément d'émotions et d'empathie. On a 9 Français qui ont été retrouvés morts. Je pense évidemment à leur famille. Je mettais à la place des parents qui attendaient que les corps puissent être identifiés pendant des heures qui ont dû leur paraître absolument insurmontables et interminables. La coopération qui s'est organisée, je pense à nos médecins qui accueillent beaucoup de grands brûlés pour permettre justement à la fois de sauver des vies et permettre cette reconstruction de celles et ceux qui ont subi ce drame. Il y a une enquête qui est ouverte et il faudra qu'elle fasse toute la lumière sur les responsabilités de chacun.
Juste avant les fêtes de Noël, autre sujet, Aurore Berger, et cela fait partie également de, de vos combats dans votre ministère. On apprenait qu'un homme s'était approché d'une zone de jeu à l'aéroport, Mm. dans un aéroport français, zone dans laquelle il a menacé des enfants juifs de jeter Ouais. leur kippa s'ils ne lui laissaient pas la place avant de s'exclamer cochon, danse, cochon. Et toujours à l'aéroport de Roissy, cette fois, ce sont des agents qui ont parlé, je cite, c'est l'expression qui a été utilisée, sale sioniste de merde, en présence d'une femme qui les a filmés. Comment se fait-il aujourd'hui que tous ces antisémites agissent à visage découvert? Comment expliquer un tel antisémitisme aussi décomplexé, aussi désinhibé? L'antisémitisme, il est décomplexé et désinhibé depuis le 7 octobre et c'est pour ça que j'agis et qu'on agit évidemment. Quand j'ai relancé les assises de lutte contre l'antisémitisme, c'était pour que chacun prenne la mesure de ce qui se passe, pour refuser en fait ce risque d'indifférence ou de banalisation, comme si on pouvait s'habituer à ce que l'antisémitisme fasse partie de notre quotidien, ce que j'appelle une forme d'antisémitisme d'atmosphère. On accepte l'idée que des enfants dans un aéroport On voit la puissent vidéo, hein, être on va la montrer à interpellés l'image. vraisemblablement Oui. par un Britannique qui vient les importuner, qu'on vienne être importuné dans un café. Des agents Et quand même, hein, alors, de et redire aussi l'aéroport qu'on laisse rien éventuellement. passer. C'est-à-dire qu'avec le ministre des Transports, avec Philippe Tabarot, on a saisi évidemment l'aéroport de Paris pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a eu des faits qui ont mis en cause des agents d'aéroport de Paris, des contrôleurs aériens, il y a eu des sanctions immédiates et extrêmement sévères. Soit Oui. des licenciements qui ont été immédiatement Et prononcés. la justice ensuite. Et ensuite, Est-ce que évidemment... c'est à la hauteur de la réponse? Alors, Quand on voit justement, le que ce suivi soit des aussi- assises, c'était quoi? C'était garantir qu'il y ait une circulaire de politique pénale qui soit prise. Une circulaire de politique pénale, c'est quoi? C'est une instruction qui est donnée à l'ensemble des procureurs de la République pour justement garantir à la fois la célérité, la manière avec laquelle on va vite sur ces affaires, pour ne pas les laisser traîner, les mettre tout en haut de la pile, et garantir aussi la sévérité dans la manière avec laquelle on rend la justice. Et oui, il faut aller plus loin. Dans quelques jours, il y aura l'examen d'une proposition de loi que j'avais d'ailleurs moi-même co-signée quand j'étais redevenue députée, qui est celle de Caroline Yadan, que je soutiens pleinement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit que finalement, le nouvel Eldorado de l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Et donc, il faut réussir à mieux caractériser les nouvelles formes d'antisémitisme. Vous-même, hein, C'est dans ce que l'hémicycle propose à l'Assemblée cette nationale, vous proposition de loi. aviez lancé que l'antisémitisme aujourd'hui se résumait, c'est ce que vous avez dit, à 3 lettres. Hein. LFI, vous avez beaucoup fait réagir évidemment les bancs. Mais je le maintiens et je peux le redire sur LFI, votre plateau ce matin. égal, vous mettez un signe d'égalité. Mais je vois et je constate tous les jours que nous avons malheureusement des Français juifs qui ont peur. Qui ont peur. Qui ont peur de la banalisation de l'antisémitisme, qui ont peur de l'indifférence que ça pourrait provoquer et qui ont peur des conséquences que ça peut avoir sur eux et sur leurs enfants. Et dans une semaine où nous allons commémorer cette semaine des attentats, Notamment plusieurs attentats, l'hypercacher. et notamment ce l'hypercacher, et je recevrai d'ailleurs vendredi, avant de me rendre sur les lieux de la commémoration, les familles des victimes de ces attentats. 4 victimes, vous vous en souvenez, dans l'attentat de l'hypercacher. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut jamais rien laisser passer sur la question de l'antisémitisme et à qui que ce soit. Y compris au aujourd'hui, sommet cette de l'État. nouvelle forme d'antisémitisme, Oh, ben, oui, vous savez elle bien s'exerce que aussi avec les députés de la Nation Français, et avec la France. beaucoup de Français juifs, et au-delà d'ailleurs, hein, quelles que soient les communautés, s'interrogent quand même sur l'absence d'un discours fort d'Emmanuel Macron, d'une prise de décision. Que craint-il? De Il y a quoi eu un a-t-il discours peur, extrêmement Emmanuel fort. Macron? Et je pense que l'ensemble des Français juifs, et j'espère l'ensemble des Français s'en souviennent, c'est que nous sommes le seul pays au monde à avoir commémoré les victimes de l'attentat du 7 C'est octobre. une chose, la Nous avons commémoration, fait- c'est autre chose Oui, de mais prendre des c'était un actes, discours. d'être C'était un présent. discours et les actes, c'est notamment ceux que je prends parce que j'ai cette Est-ce que vous n'êtes pas responsabilité. seul à le faire? Mais c'est le président de la République vous qui m'a n'êtes pas confié seul à cette le faire? responsabilité. C'est peut-être pas un hasard s'il m'a demandé à moi d'avoir cette responsabilité de la lutte contre l'antisémitisme et ensuite à les partager. Je vous parlais du ministre des Transports, du ministre de l'Intérieur évidemment, du ministre de la Justice, du ministre des Affaires européennes. On est tous sur le pont pour garantir que dans toutes les politiques publiques que nous menons, que ce soit sur la question des financements des associations, qu'ils soient français ou européens, soit la question de l'application des décisions de justice, de la protection des lieux de culte et des lieux de vie juive, ou tous les lieux qui peuvent exister et toutes les personnes qui pourraient être impactées, eh bien, la même politique soit tenue. Dans l'actualité, Aurore Berger, c'est le budget qui revient donc en débat à l'Assemblée nationale. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, de nouveau prévenue dans le journal du dimanche hier, les Français verront ceux qui cherchent à tout bloquer. Est-ce que ceux qui bloquent sont forcément des agents du chaos? Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous
et ne pas être un agent du chaos. On a totalement le droit de ne pas être d'accord. Mais je pense que les Français, ils ont surtout une seule hâte, c'est qu'on passe à autre chose. Je pense qu'ils n'ont pas forcément envie que, y compris ce matin d'ailleurs sur votre antenne, on continue à parler des questions budgétaires. On a commencé cette émission en parlant d'un risque d'un nouvel ordre mondial, en parlant de la force, en parlant des questions militaires. Moi, j'ai hâte qu'on puisse avoir un budget pour nos armées. Ce n'est pas des mots en l'air, c'est une nécessité. On ne pourra pas franchir des nouveaux paliers, on ne pourra pas faire de nouveaux investissements dans notre pays si on n'a pas de budget. Donc peut-être qu'on pourrait accepter l'idée qu'on fait un budget qui n'est pas le budget rêvé, ni du gouvernement de la République française, ni des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, mais un budget d'intérêt national, parce que les heures qu'on vit commandent cela au pays. Quelques questions rapides pour conclure, Aurore Berger. Un mot d'abord sur les municipales. Ça approche, et d'abord dans la capitale, à Paris. Vous avez décidé de ne pas suivre les consignes de Renaissance, parti, je le rappelle, dirigé par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et vous avez préféré soutenir Rachida Dati, ministre, et qui elle-même soutient, en tout cas est ministre d'Emmanuel Macron. Comment vous expliquez que le parti ne la soutienne pas dans ce cas? Écoutez, moi j'ai fait un choix qui est un choix de clarté. Le choix de clarté, c'est quoi? C'est qu'un je veux qu'on gagne Paris. Le parti a fait le choix de la confusion. Je veux qu'on gagne Paris. Parce que je suis une élue francilienne, je suis une élue de la Grande Couronne, et j'ai vu toutes les difficultés que nous rencontrions au quotidien à avoir la gauche qui gouverne à Paris. Donc moi, je veux que Paris change. Et pour que Paris change, il faut gagner Paris. Et celle qui peut gagner Paris, c'est Rachida Dati. Donc moi, je veux qu'on puisse réussir l'union la plus large autour d'elle. Et il se trouve qu'en plus, c'est ma collègue au sein du gouvernement, que nous travaillons main dans la main ensemble. Ça, je vous demande pourquoi le parti ne la soutient pas. C'est à eux qu'il faut poser la question. Quand même, vous avez dirigé Renaissance également. Mais un parti, c'est pas une caserne. Donc heureusement qu'on a le droit d'avoir des opinions heureusement qu'on a le droit d'avoir des opinions qui puissent être différentes dans un parti politique. En tout cas, moi j'ai fait un choix de clarté qui est de soutenir un membre du gouvernement qui peut gagner la mairie de Paris parce que je crois qu'on a besoin d'alternance à Paris. Bien. Rapidement également, les propos du député LFI du Val d'Oise, Carlos Martens Bilongo, propos tenus sur le net, la librairie africaine. Il dénonce les habitants du nord de la France, disant entre autres qu'ils sont racistes et bêtes. C'est du racisme anti-blanc à vos yeux? Déjà, je pense qu'il faut assumer l'idée que ce n'est pas un dérapage, ce député. C'est une forme de best-of de la France insoumise. Parce qu'il suffit de regarder et de s'infliger cette émission pour voir à la fois une forme de mépris social absolument insupportable, une forme de mépris de classe à l'encontre de certains Français, comme s'il y avait, en fonction de l'endroit où ils habitent, des Français qui seraient plus ou moins intelligents, plus ou moins capables de comprendre les éminents propos de la France insoumise, parce que c'est ça qui est dit, une forme de racisme aussi qui s'exerce à l'encontre des Français qui ne lui ressembleraient pas ou qui ne penseraient pas comme lui, puisqu'il n'aurait pas la même couleur de peau. Tous comme lui, mais le racisme c'est ça, c'est une forme de hiérarchie et puis c'est la distinction en fonction de la couleur de peau. Donc c'est ça. Et puis d'ailleurs les propos qu'il a tenus à l'encontre de Rachida Dati, qui sont d'une misogynie crasse absolue. Donc c'est pas un dérapage. C'est ce qu'est la France insoumise. D'ailleurs, j'ai pas vu un seul cas de la France insoumise condamner ses propos, j'ai pas vu qu'il était suspendu, j'ai pas vu qu'il était exclu. Donc moi j'ai pas vu aussi de réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Alors, peut-être qu'il y aura... Vous savez, malheureusement, on peut pas... Elle est plus rapide quand il s'agit de Charles Allon. Malheureusement, vous savez qu'on ne peut pas sanctionner un député pour les propos qui ne tiennent pas dehors de l'hémicycle. On peut quand même dire les choses qu'on pense. J'ose espérer. Je pense que si elle est interrogée, elle dira évidemment les choses. En tout cas, moi, je les ai dites. Et pour conclure, Brigitte Macron qui est revenue sur la polémique déclenchée, Aurore Berger, par sa phrase... Salcone, au sujet de féministes venus protester lors du spectacle d'Harry Bétan. Elle affirme que, mis à part être l'épouse du président, elle est aussi, Brigitte Macron, une femme pas toujours mesurée. Incident clos? Oui, je pense que déjà, elle a présenté des excuses en disant qu'elle était désolée si ses propos avaient pu blesser. Pour la connaître et pour travailler aussi au quotidien avec elle, moi, je sais où elle est. Et je sais qu'elle a toujours été du côté des droits des femmes et c'est ça qui compte. Et elle est du côté de ces féministes-là. Vous les considérez comme des féministes ou c'est des néo-féministes? Je ne sais pas ce que ça veut dire féministe ou néo-féministe. Moi, ce que j'entends par le féminisme, c'est quoi? C'est la question de l'égalité. C'est garantir l'égalité des droits. C'est garantir que nos filles pourront demain avoir les mêmes droits que les nôtres. C'est ça qui est important dans le combat féministe et c'est pour ça que moi, j'en suis la ministre. Merci Aurore Berger. Merci. Encore meilleurs vœux, évidemment, pour cette nouvelle année. À bientôt.